C'est la rentrée économique aujourd'hui à la Maison d'entreprise de Serres, un événement sur l'intelligence artificielle. De nombreux participants sont là, et puis on a des génies qui viennent nous expliquer tout cela. Et je suis avec Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institut et expert en transformation digitale. Et vous êtes à la tête de Corporate Training. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous sortez à l'instant d'une intervention, ma foi, fort compréhensible. Parce que c'est pas évident de comprendre tout ce qui existe en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que d'abord un petit mot sur votre entreprise et votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, le Hub Institute, ça fait 12 ans qu'on accompagne les grands et les moyens groupes pour comprendre en fait tout ce qui va impacter leur business en interne ou en externe autour de la technologie. Alors, on a eu le marketing digital, le e-commerce, la transformation digitale, le futur du travail avec tout ce qui était un petit peu télétravail, les sujets de RSE. Et effectivement, depuis 2 ans et l'arrivée de ChatGPT, on a cette IA, et particulièrement l'IA générative, qui est plutôt sur la modification et l'édition de contenu, qui commence à impacter ou assister ou nous aider, en tout cas sur un certain nombre de tâches dans les métiers du tertiaire et puis aussi de l'industrie. Et alors, vous, ça fait 25-26 ans, je crois, faites du digital. Du digital, voilà. Moi, j'ai une première question. Est-ce que vous pensez que l'IA fait peur aujourd'hui, justement, au monde industriel ? Alors, l'IA fait peur en général parce que c'est vrai que quand on regarde dans les romans, la littérature ou la science-fiction, souvent on nous parle de Terminator ou de Skynet. Voilà, on en est très loin. Clairement, aujourd'hui, on a plutôt de l'assistant artificiel qui va sur certaines tâches très spécifiques. Alors, l'IA plutôt dans l'industrie, la prédiction des ventes, la logistique, etc. L'IA générative, alors ça peut être dans le marketing, les RH, la compta. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore besoin d'humains, largement. Par contre, c'est sûr qu'il y a certaines tâches qui vont être plus impactées que d'autres. Mais comme à l'époque, avec l'arrivée d'Internet, où on nous disait qu'il n'y aura plus de magasins, bon, l'e-commerce a quand même mangé une partie, mais il y a encore plein de magasins physiques, on est encore ravis d'aller faire du shopping. Là, c'est la même chose. À l'inverse, on a eu aussi tous les métiers de développeurs qui n'existaient pas avant. Là, on aura certainement plein de nouveaux métiers qui vont aussi apparaître. Mais je pense juste qu'au début, ça paraît un peu flou, un peu théorique. Donc, il faut qu'on comprenne finalement derrière, le côté un peu académique de comment ça fonctionne. C'est quoi les applications concrètes ? Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de ChatGPT, qui est un outil très facile à utiliser, même s'il y en a beaucoup d'autres, ça a permis au grand public qui ne savait pas développer ou coder, de pouvoir utiliser ce type d'outils pour résumer, pour traduire, pour brainstormer. Et demain, dans tous les métiers, RH, finance, marketing et autres, on va avoir des outils du même type, mais un peu plus spécialisés, qui vont nous assister dans nos tâches au quotidien. Alors ce matin, vous avez fait votre intervention, ça a duré 1 heure. Comment vous avez conduit votre intervention ? Comment vous avez réussi à vulgariser toutes ces choses-là ? Parce qu'en face de vous, vous n'avez pas forcément des ingénieurs ou des développeurs. Non, et c'est tant mieux, parce que je pense que l'IA, c'est un sujet important pour tout le monde, en tant que citoyen, en termes de souveraineté. Tiens, qu'est-ce qu'on fait de notre voix, de notre image, la biométrie dans le passeport ou à l'aéroport. C'est aussi un sujet, tout simplement, sur le futur de nos métiers et de nos entreprises. Et finalement, un chef d'entreprise, c'est pas grave si c'est pas un expert technologique. En fait, c'est un expert du business. Il connaît ses clients, il connaît ses process, il connaît son expertise. Et finalement, même si c'est pas exactement comment ça marche, et à la réalité, même moi, je sais pas, si je prends un SAP ou un Salesforce, je sais pas comment ça fonctionne derrière, hein, mais si je comprends ce que je peux faire avec, c'est le plus important. Et là, c'est de leur dire, vous voyez, sur tout un tas de tâches, pour créer des images pour le marketing, pour analyser des chiffres dans Excel, pour créer une présentation PowerPoint, il y a des outils qui vont permettre d'aller plus vite. On va prompter, on va juste discuter en parlant à la machine, en disant, j'ai besoin que tu me fasses des slides, j'ai besoin que tu m'analyses ce tableau de chiffres de vente et que tu me fasses des camemberts graphique. Avant, on aurait pu le faire, mais c'était long. Fallait le faire à la main, fallait être infographiste, fallait savoir faire des formules dans Excel. Si là, maintenant, je peux juste discuter avec mon application, si je suis chef d'entreprise, je saurais poser les bonnes questions, hein, parce que je connais mon métier, je connais mon industrie, et donc c'est plutôt de leur donner des outils rapides et simples, parce qu'ils n'ont pas de temps, pour pouvoir gagner du temps pour eux et leurs équipes. Donc plus vite, toujours plus vite. Aujourd'hui, on trouve déjà que ça va très très vite, et là, ça va aller encore plus vite. Alors ça va aller plus vite ou au contraire on va récupérer du temps parce que effectivement l'IA, si elle nous permet de pas perdre du temps à résumer ou traduire, c'est autant de temps qu'on va récupérer. Alors il y en a qui iront peut-être sur la semaine de 4 jours, hein, mais ça marche aussi pour certains, ou pour d'autres c'est pouvoir aussi reprendre du temps sur des tâches à valeur ajoutée, échanger vraiment avec un client, aller passer du temps sur le développement produit, finalement rédiger un contrat, si j'ai un outil qui peut m'aider à le faire, déjà j'économise des fois un peu d'argent, et accessoirement
Voilà, c'est pas toujours les tâches les plus passionnantes pour un développeur. Débugger, trouver un bug caché dans le code, c'est plutôt irritant que intéressant. À la limite, s'il peut passer plus de temps à réfléchir à la prochaine application, c'est aussi du temps gagné. Donc oui, il y a une accélération, mais je pense plutôt c'est au contraire, c'est face à l'accélération du monde ces dernières années, là on nous redonne de la bande passante, on nous redonne du temps, parce que effectivement la machine n'arrêtait pas d'accélérer et nous on était assez démunis en face. Là maintenant on va être assisté par la machine face à la mondialisation, face à l'accélération de l'économie. Alors, il y a un mot qui me revient tout de suite en vous écoutant, c'est la confiance. Peut-on faire confiance en l'IA ? Comment on va pouvoir réussir à protéger ce fameux RGPD, nos données face à l'IA ? Comment ça va se passer ? Alors, j'aime bien, Comment ça se passe il y a une déjà ? formule chez L'Oréal, il parle de saine inquiétude. En fait, c'est la même chose, c'est plutôt de la prudence. On va, comme un assistant, on va lui déléguer certaines choses. D'abord, on va prendre le temps de bien le briefer. On va vérifier son travail. Des fois, il faut repasser derrière. Donc non, on ne fait pas à 100% confiance en une IA, comme on ne ferait pas à 100% confiance à un assistant humain non plus, ou un junior. Et comme même à une machine, on va quand même vérifier qu'elle ne parte pas en vrille. On va détecter, parce que de temps en temps, elle peut tomber en panne ou bugger. Là, c'est la même chose. Il y a des outils qui vont être plutôt efficaces, mais ça n'enlève pas la surveillance et effectivement la validation. Et c'est tout l'intérêt d'un humain qui saura quand même faire la part des choses, où grâce à son expérience ou son expertise, on pourra se dire oui, là, il a halluciné, il a un peu inventé des choses, puisqu'il ne savait pas, et plutôt que de dire je ne sais pas, souvent, ChatGPT a tendance un petit peu à pipoter. Donc souvent, 3/4 du temps, on va dire, on a des bonnes réponses, mais il faut garder ce contrôle humain. À quelle fréquence vous utilisez-vous l'IA ? Est-ce que par exemple, vos slides de ce matin ont été faits grâce à l'IA ? Alors, les slides, peut-être pas. Et encore, avec Gamma, je crois qu'il y a un intervenant juste après qui va faire une démo en live. On va y arriver, mais c'était encore pas possible il y a un an. Après, ça va m'aider beaucoup à traduire parce qu'on fait beaucoup de veille à l'international. Et donc, des fois, quand on a des grands articles qu'on veut synthétiser ou réexpliquer pour analyser certains chiffres. Et après, nous, toutes nos équipes Web Institute, on fait beaucoup de conférences. Donc, par exemple, pour rédiger des articles de synthèse des interventions. Là, on a un outil qui le fait en quelques secondes. Pour pouvoir générer les images de nos rapports de tendance ou pour illustrer notre site internet, on va aussi utiliser Midjourney ou une autre IA. Donc voilà, et après on a toujours 60 personnes dans l'équipe, donc c'est typiquement la personne qui faisait les résumés avant des interventions, ça lui prend plus que 5% de son temps et le reste du temps maintenant elle fait du marketing pour nous. Donc on s'en est pas séparés, on a plutôt fait évoluer ses tâches et c'est vrai qu'en plus faire des résumés les uns à la suite des autres, c'était un peu abrutissant, donc finalement on est plutôt ravis en termes d'évolution de compétences. Où est-ce qu'on vous retrouve, Emmanuel Vivier ? Est-ce que vous êtes sur des réseaux, une chaîne YouTube ? Alors, très facile, Emmanuel Vivier sur LinkedIn, Emmanuel Vivier sur Twitter, et puis sinon tout simplement le Hub Institute sur le site internet ou sur LinkedIn aussi. Et oui, on est assez facilement identifiable. Et la prochaine conférence, elle est où et quand ? Alors la prochaine conférence, c'est le Hub Forum, c'est notre plus grosse conférence annuelle le 8 et 9 octobre à Paris. Et là, on fait évoluer parce que c'est la 12e ou 13e édition. Première journée, des intervenants passionnants, des débriefs d'entreprises, des cas d'usage, des experts, des startups. Mais la deuxième journée, on fait tout en learning expédition, c'est-à-dire qu'on va prendre les participants, on va les répartir par équipe de 15. Et là, on va aller à travers la ville, visiter des points de vente innovants, des laboratoires d'innovation, des entreprises qui vont nous ouvrir leurs portes. Parce que finalement, encore une fois, l'innovation, c'est aussi des humains, c'est aussi des équipes. Et puis, c'est important de soulever le capot et d'aller voir au-delà de la théorie, finalement, comment chaque entreprise se l'est appropriée. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que je pense que c'est important aussi de partager les échecs. Et d'ailleurs, ce n'est pas des échecs, c'est des tentatives ou des expérimentations qui n'ont pas fonctionné pour se concentrer sur finalement ce qui marche. Et c'est aussi l'idée de Hub, c'est connecter finalement les personnes et les savoirs. Et à un moment, il faut aller rencontrer ses pairs. Évidemment, idéalement pas ses concurrents, mais en tout cas ses pairs pour échanger. Emmanuel Vivier, merci. Merci beaucoup.